là, on parle d'infiltration, on parle de malveillance, etc. Mais finalement, le premier à donner, diffuser très largement des informations, c'est nous, c'est monsieur, madame, tout le monde. C'est-à-dire entre vie privée et vie publique, aujourd'hui, il n'y a plus un papier à cigarette, il n'y a plus rien. C'est ce que je ne cesse de dire, moi, quand j'ai la chance de pouvoir faire des interventions d'entreprise ou alors dans des écoles. Attention, l'entreprise a vos données. Vous avez vos données personnelles quand vous allez travailler. Et vos données personnelles, vous les avez le matin quand vous vous levez. Vous les avez le midi quand vous mangez. Vous les avez le soir quand vous vous couchez, mais aussi les données de votre entreprise. Dans votre téléphone, le nombre d'employés, de professionnels, de patrons qui matchent les deux et qui le samedi, le dimanche, pendant les vacances, regardent leur vie professionnelle alors qu'ils devraient être en vie personnelle, tranquillement. La problématique, elle est là, c'est que tout est mélangé. Regardez, on est déjà informatique. On est à l'école, on est déjà informatisé. Et il y a quelques jours, j'ai donné des ateliers dans des écoles, dans des collèges, et j'ai expliqué aux élèves, je dis, est-ce que vous êtes au courant que vous avez déjà un outil professionnel dans vos mains, un outil informatique qui a déjà vos données de vous, individu, et pourtant vous n'avez que 12 ans, 13 ans. Puis là, ils m'ont tous regardé en me disant, ah bon, quoi, monsieur? Pronote, École Directe, cet outil qui permet aux enseignants de vous communiquer des informations par mail, mais de parler aussi aux parents et vice-versa. Ils ont déjà leur premier outil numérique. Et puis après, quand je grandis, ma carte bancaire, la mairie, quand j'ai des enfants, quand je me marie, quand je vais être malade, quand je vais décéder, on est ultra informatisé parce que soi-disant, ça nous a facilité la vie. Ça a facilité surtout la vie d'englober des informations qui, si elles partent dans de mauvaises mains, on n'a plus que nos yeux pour pleurer, soyons très clairs. Alors, les mauvaises mains, vous avez utilisé tout à l'heure le terme hacker éthique, oui, que j'aime bien. Et en effet, à une époque, on parlait de hack et de crack. Ouais. Aujourd'hui, on ne fait plus cette différence, mais on sait qu'il y a des hackers qui sont plus blancs ou d'autres plus noirs. Et en même temps, depuis, je dirais, les débuts d'Internet, il y a eu des grandes figures du hacking. Ouais. On parlait tout à l'heure de, je crois que c'est Kevin Mitnick qui est décédé tout à fait. Il y a peu de temps, qui est devenu une ultra star. Ouais. D'avoir été poursuivi par le FBI, mais je sais même pas, il y a peut-être eu un film d'ailleurs. Ah il y a eu la légende, il y a eu son bouquin, il a sorti un livre sur le social engineering, il y a eu des films. C'est des grandes figures aujourd'hui aussi, les Alors c'est une grande figure. Comme Anonymous d'ailleurs. Alors c'est pas les mêmes. Alors moi, pas pareil, je suis d'accord. Non, ils sont différents parce que dans l'esprit du public, culturellement, c'est... C'est simple, Kevin Mitnick, pour moi, je le mettrais peut-être au même niveau à ses débuts, à Ponzi, vous savez, celui qui a inventé la chaîne d'escroquerie Ponzi. Parce que, qu'on le veuille ou non, c'est quand même un escroc au départ. Au départ, c'était un voleur, un pirate informatique qui appelait pour convaincre des gens pour, regardez, attrape-moi si tu peux. Ce pirate qui, dès l'âge de 16 ans, célèbre aussi d'ailleurs, mettait sa tenue. Oh, regardez, parlons de la Tour Eiffel. On a quand même un gars en 1925 qui a tenté de la vendre 2 fois et il a même réussi à la vendre 100 000 francs. C'était des escrocs. Aujourd'hui, c'est devenu soit des légendes, soit des bouquins, soit des films. Alors Kevin Mitnick a surtout mis en avant aussi le social engineering. Il a payé sa dette à la société et a appris. Il a fait de la prison. Il a fait de la prison. Il a fait de la prison. Il a dû payer pendant très longtemps, même sur le terrain, à rembourser. C'est-à-dire que le FBI lui a couru après sur Internet. Il a fait courir. Il faut être très honnête, il a fait courir parce qu'il adorait téléphoner pour dire je suis là. Il n'y était pas. Et il a été l'un des précurseurs avec d'autres. Voilà, dans cette mouvance du social engineering, mais surtout ce qui est très important pour son cas-là de Kevin Mitnick, c'est qu'une fois qu'il est rentré, qu'il a payé sa dette à la société, il est rentré dans cette cybersécurité où il a éduqué, il a formé. Et donc voilà, ça c'est très important de se dire que on peut aider. On peut même aider avant de tomber dans le mauvais côté. Hein. Et tous ces gens-là naviguent, alors, possiblement aussi sur le darknet, sur l'Internet. Font communauté, il y a une communauté d'activistes, des gens qui sont... Alors là, c'est là où peut-être on pourrait mettre plus Anonymous, des gens qui ont une forte conscience politique. Moi, je connais des hackerspace où je vais de temps en temps faire un tour. On ne sait pas bien avec qui on discute, puis c'est ça qui est drôle. Il y en a à Montreuil, il y en a un peu partout en France et ailleurs. Elle est intéressante à étudier, c'est ce que vous faites, cette communauté aussi de hacktivistes. Ouais. Alors justement... il faut vraiment mettre un grand H dans certains cas, un petit H dans énormément de situations. On prend l'exemple d'Anonymous. Anonymous, au tout début, c'était vraiment pour lancer une alerte, mettre un doigt sur une problématique. Souvenons-nous de l'effet Barbara Streisand qui refusait qu'une photo de sa maison soit diffusée. Et en attaquant le journaliste et le photographe, ça a mis en mouvance des gens qui se sont dit « liberté de la presse ».
Souvenons-vous aussi d'Anonymous, mais en montrant du doigt une secte et un acteur très connu américain en disant « Oh, regardez, ils sont un petit peu fêlés, ces gens-là ». Et ils ont été attaqués, il y a eu toute cette mouvance. Donc ces gens-là avaient vraiment une conscience sociétale, une envie politique peut-être, mais en tout cas de dire « Protégeons-nous ». Ah ouais. Et après, c'est devenu un gros business, au point qu'on a même eu des gens vouloir acheter le nom Anonymous pour en faire des t-shirts, des masques. On a eu après plein de gens qui se sont dit Anonymous. C'était surtout avant tout des pirates qui faisaient les andouilles et qui se sont dit « Oh, je vais mettre un petit masque, une petite cape de 2 € pour, devant le juge, dire « Ah non, monsieur le juge, je n'étais pas un pirate, je voulais aider. » Voilà, c'est très compliqué. L'activiste, en tout cas le cyber-citoyen, c'est pour ça que moi je préfère le terme cyber-citoyen. Au moins, on est clair sur le sujet. Je suis un citoyen. Ouais, d'abord. Je pense. Alors, je voudrais aussi qu'on évoque les types de fuites. Il y en a autant que de fuites. Il y a autant de fuites que de plombiers et de tuyaux qu'on a, nous, dans notre vie de tous les jours. Bon, si vous vouliez évoquer les grandes. Alors, une grande fuite de données, je ne donnerai pas de nom ou de marque, mais pour moi, une grande fuite de données contient déjà un nom, un prénom, une adresse postale, une adresse électronique, un numéro de téléphone. Pour moi, ça, c'est déjà une grande fuite de données. Pourquoi ? On va me dire, oui, mais il n'y a pas de données de santé. On va me dire, oui, mais il n'y a pas de données de banque. Et non, il y a juste ma vie personnelle. Bah déjà, un numéro de téléphone, ça va se réutiliser dans des escroqueries au téléphone. L'adresse mail va permettre de lancer des escroqueries, de l'usurpation par ces 2 petits éléments. L'adresse physique, qu'on le veuille ou non, est un élément aussi à escroquerie. Un exemple très concret. En ce moment, je suis en train d'enquêter, peu importe, sur des escrocs qui ont écrit à des gens qui vivent dans des appartements appartenant à un bailleur social. Ces pirates informatiques ont récupéré les noms, les prénoms, les adresses, les téléphones et les adresses physiques. Ils ont été jusqu'à leur écrire en leur disant « Nous allons vous envoyer un mail la semaine prochaine dans lequel vous aurez notre nouveau RIB, le nouveau lien qui permettra de payer potentiellement, soit faire le dispatchage de votre APL, soit payer votre loyer. » Et des gens qui se retrouvent ensuite avec un vrai courrier du bailleur qui leur dit « Mais attendez, vous n'avez pas encore payé, il doit y avoir des petits problèmes, on peut discuter. » Ce qui est très bien aussi, et justement, cette communication est indispensable. Ouais, mais le problème, c'est que les pirates se sont servis. Et il est là, cette vraie fuite de données. Alors après, effectivement, on peut parler de ces fuites de données qu'on voit. Je vais être très honnête avec vous, moi j'en vois des dizaines par jour. Je pèse mes mots, j'en vois des dizaines par jour depuis plus de 30 ans. Il n'y a rien de nouveau aujourd'hui. C'est juste qu'il y en a beaucoup plus parce qu'on est connecté de partout. Et donc, ces pirates, comme je le disais tout à l'heure, marketing de la malveillance, ils en parlent. Imaginez, moi, il y a encore 10 ans, voir un pirate informatique communiquer comme ils le font aujourd'hui sur X, ex-Twitter, sur LinkedIn, sur Facebook, sur YouTube, ça n'existait pas. Ouais. Ça montre que ça s'est malheureusement aussi démocratisé. Ouais. Alors, ça s'est démocratisé. Et puis aussi, je pense que les médias ont aidé, je dirais dans le bon sens du terme, aussi en élevant une figure qui est celle des lanceurs d'alerte. Alors, que ce soit lié à la CIA, lié à Facebook, il y a des grands ou des grandes, c'est une femme pour Facebook, je crois. Ça, c'est une autre figure intéressante, alors, qui est aussi dans une zone un peu grise. Oui, clairement. Parce que le lanceur d'alerte, à mes yeux, est indispensable. Il est indispensable parce qu'il est là pour aider la société. Il est là pour montrer du doigt des choses qui sont cachées, des choses qui peuvent être particulièrement dangereuses pour la société, pour nos vies personnelles, pour notre vie de société. Et le lanceur d'alerte dans l'informatique, dans le numérique, je vais être très honnête avec vous, c'est très bancal comme situation. Cette frontière est particulière. Je vais prendre mon petit nombril. Je suis lanceur d'alerte depuis 30 ans, j'ai aidé plus de 80 000 entreprises, juste parce qu'on a vu des gens diffuser leur fuite de données. On a vu des choses fuiter parce que quelqu'un au sein de l'entreprise s'était trompé, ou alors c'était vendredi 15h, il pensait déjà au week-end, peu importe. Nous, l'important, c'est d'alerter. Le lanceur d'alerte, c'est d'alerter l'autre sans être obligé d'en parler. Un exemple très concret, moi je ne parle que de 10% de ce que je sais. Ça veut dire que les autres n'ont pas besoin d'être mis en pâture, mais il est important par contre qu'eux comprennent la situation et aident les autres. Et après, on a les lanceurs d'alerte qui n'est qu'une question de business. Je suis, moi, tout le temps choqué, pourtant je ne suis pas né de la dernière pluie, mais où on m'écrit, on me dit, bah voilà, j'ai trouvé une faille, j'ai trouvé une fuite de données. Il y a moyen de me mettre en relation, je veux de l'argent. Tu es citoyen, je ne pense pas que si tu trouves un portefeuille dans la rue, la première chose que tu vas demander à la personne, c'est « Hey, je te le rends, mais tu me donnes de l'argent. » Alors effectivement, après, en face,
Nous, on refuse. Moi, je refuse l'argent des cadeaux, même si on m'en envoie. Je vais être très honnête avec vous. Dernièrement, j'ai reçu des beaux cadeaux de beauté, donc je les ai offerts à ma femme et à mes filles, d'une société que j'ai aidée. Je leur ai dit, moi, je ne fais pas ça pour les cadeaux. Oui, ils m'en ont envoyé quand même. Mais pour les sociétés qui sont appelées par un hacker éthique, par un cybercitoyen, par un lanceur d'alerte, eh bien, déjà, merci, c'est beaucoup. Parce que tous les gens qui ne disent pas merci, je vais être un exemple peut-être un peu concret. Moi, j'ai quand même une société qui m'a poursuivi il y a 15 ans parce que je les ai alertés. Je leur ai dit, voilà, il y a eu ce problème. Ils m'ont dit merci. Et puis un mois plus tard, le deuxième merci a été de dire oh, ben, on va quand même peut-être vous mettre en justice parce que en côté com, il faut que… Voilà, bon, tout c'est bien fini pour tout le monde. Mais voilà, le lanceur d'alerte, ce n'est pas non plus quelque chose à prendre à la légère. L'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, mon fameux Saint-Bernard, a publié il y a quelques mois tout un texte sur les lanceurs d'alerte. Avoir des règles quand même. Voilà, c'est là où on va se transformer en hacker éthique, cyber-citoyen. Si j'accepte les règles, moi je vais être très honnête, je vais être pour quasiment signer un contrat avec l'État. Alors, c'est de l'utopie, on est dans un… Voilà, mais pourquoi pas signer un jour avec l'ANSSI en disant, avant, pas après, mais voilà, j'ai l'habitude de trouver potentiellement des choses. Je signe noir sur blanc que ce que je vous fournis, je ne m'en servirai pas. Je signe noir sur blanc que ce que je fournis, c'est pour aider la société. Je ne demande rien en contrepartie. S'il y a cadeau, c'est bien, je m'en fous. Mais après, il ne faudra pas que ceux qui ont fait des bêtises et qui se retrouvent devant l'OFAC, la police nationale, ou la gendarmerie nationale, disent « Ah ben non, moi j'étais un hacker éthique, je voulais aider.